Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cet Indie Club avec Pierre-Louis Thiollier. Je me suis appliquée pour le dire, faut pas buter sur ton nom. Merci beaucoup d'être si nombreux et si nombreuses aujourd'hui. Désolée pour les quelques minutes de retard, on avait un petit problème technique, mais c'est bon, tout est rétabli. On va commencer par se présenter le temps que tout le monde puisse arriver tranquillement. Pour ceux qui n'ont pas encore fait d'Indie Club, moi je suis Oriane Texera, c'est pas le bon nom là, mais bon. Je suis responsable pédagogique chez Indigo. Je m'occupe de construire les formations et de faire en sorte qu'elles se passent bien, et aussi d'animer les webinaires sur des sujets liés à la transition écologique, à la RSE, pour continuer à vous donner des informations, même quand vous avez fini de vous former, même si vous ne formez pas chez nous, en tout cas pour partager un maximum de connaissances avec vous. J'aimerais beaucoup savoir à votre tour ce que vous faites dans la vie. Alors, est-ce que vous pouvez... normalement, vous avez un sondage. Alors, sinon, je vous le mets juste là. Hop. Vous avez un onglet en bas à droite qui s'appelle sondage. Et vous pouvez voter quelle est votre fonction, et si vous cochez autre, vous pouvez mettre dans le chat, nous préciser ce que vous faites pour qu'on ait un peu une idée des personnes qui nous accompagnent pour ce webinaire. Hop. Alors, je vois qu'on a quelques entrepreneurs et des personnes en transition professionnelle essentiellement. On est sur un moitié-moitié, direction RSE, direction générale. Super. Merci pour... Est-ce que le chat fonctionne bien? Vu que j'ai pas vu de réponse encore dans le chat, normalement il fonctionne bien. Hop. Voilà. Ah, super. Merci Vincent. Trop cool. Alors, je vais vous partager maintenant mon écran, vu que on a quand même, il est déjà midi 7, donc on va pouvoir commencer. Donc, le sujet du jour, pour lequel la Pierre Louis est invité avec nous, c'est comment construire sa feuille de route climat avec un cas concret de l'industrie du textile sur lequel il a pu travailler. Donc je vais le laisser se présenter, vous dire voilà ce qu'il fait dans la vie, et après on pourra rentrer dans le vif du sujet. Ok, génial. Alors, est-ce qu'on m'entend bien, Oriane? Ouais. Vous m'entendez bien? Ok, génial. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Pierre-Louis Thiollier. Je vous présente mes excuses par avance pour ma voix un peu cassée. Je suis une des victimes de la chute de température ce week-end, donc j'espère que vous m'entendrez quand même bien. Donc mon rôle, c'est Sustainability Consultant. Ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Schneider Electric dans une division qui fait du conseil en externe, donc qui accompagne des partenaires à se décarboner. Et en particulier, je travaille sur des stratégies de décarbonation, donc dans l'identification de leviers de décarbonation, comment est-ce qu'on peut réduire son empreinte carbone, et aussi sur des modèles de transformation de business model, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut produire différemment avec d'autres business models, d'autres manières de vendre, pour justement réduire son empreinte carbone sans impacter forcément son business. Donc c'est plus comment repenser la manière avec laquelle on travaille. Et donc, en l'occurrence, ce cas concret de l'industrie du textile sera à la fois une identification de levier de décarbonation et la repensée d'un business model. Trop bien. Merci beaucoup. Et alors, si on fait un petit sondage, peut-être plutôt dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire, sur une échelle de 1 à 5, comment vous situez sur comment construire une feuille de route climat? Est-ce que c'est quelque chose, un sujet pour lequel, vous débutez? Est-ce que vous êtes expert et juste vous aviez envie d'avoir le cas du textile? Est-ce que vous pouvez nous le dire, voilà, dans le chat, entre 1 et 5? Bon, il n'y a pas de jugement. Si vous dites que vous êtes à 1, tant mieux, comme ça veut dire qu'on vous apprendra plein de choses. Et 5, n'hésitez pas à compléter du coup le discours de Pierre-Louis. Trop bien, on a un peu tous les niveaux, super. Trop cool. Génial. Je vais juste vous présenter pour ceux qui connaissent pas Indigo. Donc déjà les Indie Club, donc le rendez-vous auquel vous assistez. Donc ce sont des webinaires qui ont lieu chaque semaine, enfin une fois toutes les 2 semaines. Du coup pour vulgariser, pour simplifier un concept RSE ou un métier
liées à la transition écologique. Et donc, ça s'inscrit du coup dans le cadre de l'école Indigo. Donc, Indigo, pour laquelle je travaille donc en tant que responsable pédagogique, est une école qui souhaite du coup former les collaborateurs à intégrer la responsabilité dans leur métier, soit à travers des reconversions totales pour se former au métier de responsable RSE ou au métier de consultant climat, soit pour des personnes qui veulent intégrer de nouvelles compétences, pas forcément pour une reconversion totale, mais qui veulent se former à un sujet comme le marketing responsable, comme l'éco-conception. Donc voilà, ça dépend un peu des différents parcours, mais l'idée c'est d'acquérir ces nouvelles compétences, tout comme on s'est formé aux compétences digitales il y a quelques années. On s'est dit voilà, la transformation écologique passe par la transformation des métiers, et donc nous c'était ça qu'on voulait apporter, sachant qu'on avait vu qu'il y avait énormément d'organismes de sensibilisation comme la fresque du climat, l'atelier d'automne qui sont super puisqu'ils permettent de replacer un peu le contexte. Nous on avait envie voilà d'être l'étape après. Donc voilà, ok, je suis au courant des enjeux, comment je passe à l'action. Donc ça, voilà, c'était une première conviction. Et la deuxième conviction qu'on avait, c'était qu'on peut traiter les sujets d'écologie avec optimisme, parce qu'à partir du moment où on agit, ou en tout cas où on se forme, on sort aussi de cet état d'éco-anxiété, puisque voilà, on contribue, on va dire, à notre échelle au sujet. Et de toute façon, on peut pas avoir la main sur tout. Donc, la meilleure manière de contribuer, c'est aussi de pouvoir en faire son métier. Et donc, du coup, voilà, ça nous diminue notre angoisse du quotidien. Et la troisième conviction, enfin en tout cas le projet qu'on avait, c'était aussi de créer une communauté de personnes, donc à la fois des élèves, des profs, des intervenants comme Pierre-Louis aujourd'hui, en tout cas une communauté de personnes qui avaient envie d'agir, de former, de s'informer sur le sujet et de se transmettre les infos. Donc c'est pour ça que nos promos sont tout le temps en live et pas trop en e-learning, mais plutôt pour favoriser l'échange avec des intervenants qui sont dans des entreprises, qui ne sont pas des formateurs, mais qui connaissent les problématiques du terrain et qui font travailler les élèves sur des cas concrets. Donc voilà, ça c'était juste pour vous expliquer un peu l'ADN de l'école. Et après, je vous parlerai pas du tout de toutes les formations aujourd'hui. On pourra prendre un moment à la fin si vous avez des questions sur le sujet, du coup en lien avec notre thématique d'aujourd'hui. Et peut-être que certains d'entre vous sont venus ici parce qu'ils ont participé à une formation dans une autre des écoles Maria School, donc Maestro, Hiro et Lyon. Donc ces 4 écoles sont rattachées au campus Maria School, donc peut-être que certains d'entre vous viennent d'une autre école. Et dans ces cas-là, vous pouvez aussi bien vous former à la tech chez Maestro, après vous former d'autres sujets chez Indigo. Voilà, chaque école a ses sujets, a ses spécificités. Et dans tous les cas, c'est hyper cool de pouvoir apprendre toute sa vie. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous venez d'une autre école, à nous solliciter. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner juste une idée des sujets qu'on peut traiter. C'est les 7 formations qu'on a créées cette année. Donc voilà, ça peut juste vous donner un aperçu. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet, développer une stratégie d'entreprise alignée 1,5 degré. Et donc, Pierre-Louis, je te laisse la main. Génial. Bah écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Donc voilà, le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est de voir comment on peut intégrer la sustainability, qui devient un enjeu stratégique pour beaucoup d'entreprises, dans sa stratégie d'entreprise. Donc c'est de changer un peu de paradigme, c'est-à-dire que par le passé, la sustainability était beaucoup plus vue comme de la bonne volonté, comme de l'ADN de certaines boîtes, faisant partie de l'ADN de certaines boîtes. Aujourd'hui, ça devient un enjeu stratégique, et l'idée, c'est de le repenser et de l'intégrer comme dans les règles d'arbitrage fondamentales de la stratégie de l'entreprise. Et donc le cas de cet acteur de l'équipement sportif français, c'est dans cette démarche que ça se situe. Et donc, je vais vous présenter lors de ce webinaire l'intégralité de la réflexion du départ, c'est-à-dire qu'on se rendrait compte qu'il y avait un conflit entre ce qu'on voulait faire de manière business et ce qu'on voulait faire d'un point de vue environnemental. Et à la fin, justement, comment est-ce qu'on a repensé l'intégralité enfin, pas l'intégralité, mais une partie du business model. Donc, je veux bien que tu passes à la deuxième slide, s'il te plaît, Ryan. Donc voilà, le tour de table a déjà été fait. Tu verras sur les slides, juste tu peux appuyer sur les touches. Normalement, tu as aussi la main. Trop bien. Génial. Donc le webinaire devrait durer à peu près 30 minutes. Je vais essayer de garder un œil sur le chronomètre pour vous laisser un peu de temps de poser des questions et qu'on puisse y répondre à la fin. Mais voilà, donc rapidement, je vais faire un peu un panorama de la sustainability et comment ça peut se décliner comme enjeu stratégique
chez les entreprises. Et ensuite, le cœur du sujet, c'est le titre du webinaire, l'étude de cas, comment développer une stratégie environnementale alignée avec 1,5 degré. Donc voilà, rapide panorama. Donc j'ai vu qu'il y avait des experts, des moins experts sur la sustainability. Donc je prends le temps de prendre 2 minutes pour refaire un panorama. Donc ce que je disais précédemment, la sustainability, il y a quelques années, c'était vu comme de la bonne volonté. Il y avait quelques boîtes qui étaient leaders sur la sustainability, d'autres boîtes qui s'en contrefichaient et ça n'avait pas d'impact sur leur business. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et ça monte en puissance au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que la sustainability devient un point focal d'attente de toutes les parties prenantes. Euh, Quel que soit notre secteur, et les parties prenantes de notre écosystème ont des attentes en termes de sustainability. Donc ça peut être la régulation. On voit que l'ETS devient extrêmement important dans les décisions stratégiques des secteurs qui sont énergie intensifs, mais c'est aussi une exigence de transparence, puisque l'Europe demande de la transparence, de la mesure de données. Donc on se doit de montrer patte blanche au niveau environnemental. Ça peut être les clients. C'est quelque chose qui était déjà très présent dans le food and bev. Ça fait longtemps qu'on demande des exigences en termes de bien-être animal, en termes de qualité des sols, en termes de respect de l'écosystème. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est plus le client seulement final. C'est aussi les entreprises qui prennent des engagements Scope 3. Et comme les entreprises font partie du Scope 3 des autres entreprises qui prennent des engagements, elles sont regardantes vis-à-vis des partenaires avec lesquels elles traitent. D'un point de vue un peu, c'est pas forcément quelque chose qu'il y avait par le passé, mais côté investisseur, il y a une vraie tendance côté Europe de rediriger les flux de capitaux vers des activités durables. Donc le but de la taxonomie, le but de la CSRD, le but de la CFDR, donc c'est beaucoup d'acronymes, vous n'avez pas besoin de tous les connaître, mais c'est les dernières régulations européennes, c'est de rediriger les flux de capitaux vers les activités durables via la transparence, via justement montrer sur des KPI la performance environnementale des entreprises. Et les banques, elles, comme elles dépendent des fonds qui les subventionnent, veulent devenir les banquiers de la transition. Et donc, avoir accès à du financement plus facilement devient un vrai critère de compétitivité et la sustainability est une clé particulièrement efficace pour avoir accès du financement. Quatrième aspect, les employés, c'est un facteur de rétention des connaissances. Les gens qui sont là depuis longtemps, lorsqu'on a un turnover qui est faible, un ADN de boîte qui est très forte avec une forte vision environnementale, ça permet de se projeter mieux dans l'entreprise et on garde les connaissances. Mais ça permet aussi d'attirer plus de talents. Aujourd'hui, quand on parle avec nos clients, les 2 questions que les jeunes talents demandent, c'est souvent est-ce qu'il y a du télétravail et est-ce que vous avez une stratégie environnementale. Donc on voit que la sustainabilité devient important pour elles. Pardon. Juste après le télétravail, c'est au même Juste après, niveau, quoi. c'est ça. Donc c'est surprenant, c'était pas ce qu'on imaginait lorsqu'on avait commencé à discuter avec nos clients. Mais voilà, donc c'est vraiment important et la sustainability, c'est un peu une pierre 4 coups sur ce sujet. Donc maintenant qu'on a vu que c'était un enjeu stratégique, comment est-ce qu'on peut prendre cet enjeu stratégique à bras le corps et essayer de l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise pour se projeter à 2030 avec justement en n'omettant pas un aspect important de la performance de l'entreprise dans le futur. Donc rapidement, alors il y a peut-être un petit souci de PowerPoint slide là sur ce que vous avez là, mais la première chose donc pour l'entreprise, c'est de vraiment intégrer la sustainability dans sa réflexion. Beaucoup d'entreprises ne l'ont toujours pas aujourd'hui, l'intégration de la sustainability au plus haut niveau de réflexion, c'est-à-dire que pour l'instant ce qui prime c'est la rentabilité, c'est la profitabilité, la croissance, mais lorsqu'on vient rajouter la sustainability là-dedans, il y a une brique qui peut se retrouver conflictuelle. Et donc l'entreprise avec laquelle on a travaillé, en fait, ce qui a motivé cette mission, c'est de se dire, OK, on veut continuer à avoir de la croissance, on veut continuer à développer notre portefeuille de services. Néanmoins, on veut aussi, c'est dans l'ADN du groupe, être respect sur un point de vue environnemental. Et donc maintenant, lorsqu'on regarde, alors c'est le petit graphe en dessous, mais si on a une croissance à 2 chiffres et qu'on veut réduire nos émissions de 90% en 2050, on voit que c'est 2 choses qui prennent des trajectoires complètement différentes. Et donc, c'est amorcer une réflexion où il fallait donner les règles d'arbitrage de la stratégie future. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On se dit quels sont les principes de notre réflexion, de notre stratégie, qui vont guider les règles d'arbitrage par la suite. Donc, arbitrage, c'est par exemple, est-ce qu'on fait une croix sur certains produits trop émetteurs? Est-ce qu'on fait une croix au contraire sur certains, on accepte d'émettre un peu plus sur des produits qui ont un impact social? Donc, c'est un peu ça les règles qu'il faut se fixer. Et en l'occurrence, avant de commencer cette mission, les 3 axes directeurs de la stratégie, c'était 1, l'environnement, aligner sa trajectoire CO2 avec les accords de Paris. 2, maintenir sa marge commerciale à 2 chiffres et assurer les objectifs de croissance. Et 3, continuer à permettre la pratique du sport à tous, qui était, donc ça veut dire continuer à faire d'autres produits et ne pas se reposer sur nos lauriers. Et du coup, dans le cadre
de cette stratégie? T'étais en direction, donc c'était avec la direction générale du coup que vous avez directement travaillé, ou la direction de la stratégie, j'imagine? Alors du coup, il y avait un peu tout. Il y avait pas mal d'acteurs différents. Donc il y avait l'équipe sustainability, il y avait l'équipe financière, il y avait l'équipe de la stratégie. Ok, Et puis on va revoir un peu après. Mais en fait, c'est aussi cette pluralité d'avis et pluralité d'intérêts, puisque chacun défend un peu son beurre, qui permet d'arriver à quelque chose qui est vraiment le reflet de ce qui est le meilleur pour l'entreprise. Mais du coup, il y avait à la fois la strat, la finance et la sustainability. ok. Alors là, vous avez en case verte un petit spoiler alerte, mais c'est que on voit qu'il y a quand même des choses qui sont conflictuelles et qu'à la fin, si on veut vendre toujours plus, mais qu'on veut réduire nos émissions, il va peut-être falloir changer la manière avec laquelle on fait. Et donc, c'est ce qu'on verra par la suite. Alors, s'il y a des questions dans le chat, n'hésite pas à m'interrompre, Ariane. Ça marche. Donc, une fois qu'on s'est donné ça, donc on sait qu'on a des axes directeurs, on veut se donner une stratégie. Et donc, pour développer une stratégie et après l'implémenter, puisque une stratégie sur papier c'est bien beau, mais il faut l'implémenter derrière, euh, on a appliqué une méthode en 4 étapes et qui est celle qu'on réplique sur pas mal de clients, qui est d'abord en fait comprendre d'où on part. Lorsqu'on se donne des objectifs, c'est un peu comme quand on veut perdre du poids, il faut d'abord se peser pour savoir de combien on veut réduire. Et donc, la première chose, c'est de savoir d'où on part et surtout savoir comment c'est lié à certains facteurs business clés, c'est-à-dire c'est lié à quel produit, c'est lié à quelle phase, la construction, l'utilisation, etc. Et c'est lié à quel portefeuille de produits, c'est-à-dire aussi est-ce que c'est les anoraks, est-ce que c'est les skis, est-ce que c'est les chaussures. Parce que derrière, les prévisions de vente, elles sont aussi par produit. C'est-à-dire qu'on a une prévision de vente par anorak, par chaussure, etc. Et des intensités carbone qui sont propres. Donc savoir où on va et où on se dirige avec ces prévisions de vente stratégiques et cette intensité carbone à une certaine granularité qui permet d'avoir cette vision, c'est clé pour baser sa stratégie. Et du coup, pour estimer la trajectoire, vous l'avez fait par produit et vous l'avez pas fait sur l'échelle de l'entreprise. Alors on l'a fait par produit, je vais revenir un petit peu. On n'a pas été sur les 10 000 lignes de produits, on a remonté un petit peu, mais on a essayé de garder la meilleure granularité possible. D'accord. Sur la partie 2, donc une fois qu'on a fait ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est quoi notre marge de manœuvre? On a vu qu'on avait une empreinte carbone, on a vu qu'elle augmentait parce qu'on a une croissance à 2 chiffres. Qu'est-ce que maintenant on peut faire pour décarboner tout ça? Donc c'est regarder tous les leviers de décarbonation, regarder tout ce qu'on peut faire pour décarboner la situation future en 2030 qu'on a prévu dans la partie 1. Spoiler alerte, maintenant qu'on a fait ces deux-là, on voit qu'on arrive à décarboner. Néanmoins, on voit qu'on est aussi loin d'un objectif SBTI qui est assez contraignant d'un point de vue émission. Et donc, il va falloir explorer des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des choses qui ne sont pas dans le business traditionnel et pour lesquelles il va falloir recréer des postes, peut-être aussi recréer des fonctions pour pouvoir les assurer. Donc ça, c'est la troisième partie. Regarder des autres idées un peu disruptives. Et la quatrième partie, c'est qu'une fois qu'on a vu ça, qu'on a vu toutes ces trois parties, c'est-à-dire qu'on a implémenté tous les leviers de décarbonation qui étaient à notre main, ensuite on a exploré des idées qui étaient disruptives, derrière, il faut se dire, en fait, les idées disruptives, il faut les mettre en place. Et de quoi on a besoin en termes d'investissement, en termes de gouvernance? Est-ce qu'on doit recruter? Est-ce qu'on doit se faire un plan d'action avec une timeline définie par pays ou par des types de produits? Et donc ça devient très intéressant parce qu'on rentre dans le concret. Et tout ça, ça prend combien de temps? Alors du coup, le projet a duré plusieurs mois et Ouais. surtout il a été suivi par pas mal d'autres choses de type de pilote, de choses comme ça, et puis aussi de raffinement de la méthode qui était en partie 1, puisque forcément il y a un compromis entre précision et efficacité du projet. Mais c'était un projet qui a duré environ 6 mois. Ok. Ouais. Donc première étape. Première étape, donc calculer le business as usual. Donc c'est ce que je disais, en fait, on regarde les ventes par type de produit, on regarde aussi les intensités carbone des produits, et donc c'est bien ce que tu as dit sur l'aspect est-ce qu'on regarde à l'entreprise ou est-ce qu'on regarde au niveau du produit. On ne va pas pouvoir regarder les 10 000 lignes de produits, donc il Mm. faut comprendre avec les experts produits quels sont les produits qui ont les mêmes, par exemple les mêmes schémas de vente, les mêmes schémas de production, pour qu'on puisse les regrouper, typiquement toutes les chaussures en cuir, tous les anoraks en matière synthétique, des choses comme ça, pour justement remonter d'un créneau et avoir toujours une certaine granularité tout en ne se perdant pas dans le détail. Ok. Et du coup, vous avez fait des ACV. Donc là, c'était plus. Alors, il n'y a pas eu d'ACV à proprement parler, c'était plus déjà l'entreprise qui avait fait ses ACV. Ouais. Et on a capitalisé sur des ACV qui étaient déjà faites pour Ok. extrapoler sur des produits. D'accord. Et alors, il y a juste une question d'Anifa qui demande quelle direction exprimer le besoin initial. Alors, du coup, marrant, c'était d'abord plutôt la côté sustainability. Et la première fois qu'il y a eu une discussion, c'était dans des forums d'entreprises qui discutent sur la sustainability. Et c'était ça c'était un peu cette contradiction qui est arrivée dans l'équipe sustainability au départ et qui après est montée et a diffusé vers les autres équipes.
Merci. Donc voilà. Donc l'aspect business as usual, une fois qu'on a fait ça, on a la belle courbe rouge que vous voyez ici, le plan stratégique, pardon, excusez-moi, c'est moi, le plan stratégique, et on voit que ça continue d'augmenter. Alors c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais c'est ce qui était prévu via les objectifs de croissance. Et on voit qu'on a un gap to target, donc on est loin de notre objectif, et on voit que 25% de l'empreinte carbone de l'entreprise est à réduire si on veut atteindre un objectif SBTI à horizon 2026. Donc c'était le plan stratégique qui avait une vision jusqu'à 2026. Et c'est ça qu'on a atteint comme conclusion. Donc, une fois qu'on a ça, on se dit, bon voilà, on a un problème, il va falloir le résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est notre capacité d'action? Donc, alors là, c'est un gros travail. Donc, tu parlais aussi de quelles équipes sont mobilisées. En fait, là, il a fallu regarder tous les leviers de décarbonation à la main du coup de l'entreprise. Et pour faire ça, c'est extrêmement important d'avoir une vision, 3 visions différentes qui sont celles des produits, ceux qui ont une vision du cahier des charges. Ouais. Par exemple, cet anorak, il doit avoir un degré de perméabilité de temps, il doit avoir des propriétés d'élasticité. Ensuite, il faut avoir la vision des experts matières, qui eux savent quelle matière a certaines propriétés d'élasticité, de perméabilité, etc. Et à la fin, il y a aussi les équipes procurement, donc les équipes achats. C'est bien beau de savoir qu'une matière recyclée spécifique a les mêmes propriétés que la matière qu'on avait initialement et qu'elle répond au cahier des charges, mais néanmoins, si elle n'est pas disponible sur le marché, ou du moins pas avec un volume suffisant, dans ces cas-là, ce n'est pas une solution qui est viable. Et donc, sur l'intégralité de poches de décarbonation, ont été considérés ces leviers. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre de la matière recyclée? Est-ce qu'on peut changer la matière avec laquelle on a pour aller vers une matière qui est moins émettrice, etc. Et les 3 facteurs influençants, c'était vraiment de regarder l'avis des 3 experts, produits, matière et derrière procurement. Et Donc, une fois que tu as récolté du coup tous ces avis de ces interviews, comment tu choisis lesquels sont du coup les plus pertinents? Comment tu sélectionnes après? alors, du coup, là, on était vraiment dans une période. Donc, si je regarde, on a 25% à aller chercher. Donc, on n'est pas encore dans la priorisation de ces leviers. Pour l'instant, c'était vraiment de regarder quels sont les leviers accessibles, comment est-ce qu'on peut aller chercher ce 25% par tous les moyens possibles. Ok, Donc, dès qu'il y a une solution, l'idée, c'était qu'elle était évaluée un peu en oui ou non par chacun des experts, et ça permettait de sélectionner les leviers. Donc c'était plus là à ce moment-là, il n'y avait même pas l'aspect financier qui rentrait en compte d'accord. dans la considération de ces leviers. C'était Ok. plus voir quelle était la capacité d'action globale, quitte à Oui, faire des sacrifices sur la marge, etc. oui, c'est après que tu évalues du coup plutôt l'aspect financier dans un second temps. Ouais, exactement. Ça marche. Et il y a peut-être quelque chose sur lequel je reviens rapidement, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs choses qui se dégagent. Il y a l'aspect matière, il y a l'aspect énergie des suppliers et l'aspect transport. Et, et en fait, c'est assez intéressant parce que si on impacte, bon, c'est relativement la même chose, en fait, la manière avec laquelle on va aller chercher ces leviers de décarbonation et les actionner, elle est complètement différente. C'est-à-dire que sur les matériaux, il va falloir créer des alliances avec d'autres industriels du textile ou autres, parce que quand c'est du métal, il n'y a pas que le textile qui en a besoin, et essayer de créer une filière d'approvisionnement sur ces matières recyclées. Par contre, quand c'est les consommations énergétiques des fournisseurs, bah, du coup, c'est un programme d'accompagnement. Il va falloir voir comment eux, ils peuvent mettre en place des leviers d'efficacité énergétique, se décarboner, etc. Et ça, c'est des programmes d'accompagnement qui prennent du temps et qui nécessitent de la confiance avec ces fournisseurs. Enfin, le transport, du coup, ça nécessite aussi de repenser les chaînes de logistique, mais ça, c'est vraiment très spécifique à chacune des lignes de produits et des pays. Mais c'était juste pour vous donner un peu un avant-goût de la particularité de chacun des leviers. Et les fournisseurs, ils étaient OK avec avec le fait de changer leur manière de produire, par exemple, ou c'était compliqué de les convaincre, de les embarquer? Alors, c'est un programme qui est toujours ongoing, mais c'est l'avantage, la chance de l'entreprise avec laquelle on a travaillé, c'est qu'elle est relativement très proche de ses fournisseurs OK. et elle a une relation très particulière qui permet justement d'avoir cette confiance qui engage qui, qui engage ses fournisseurs et les fournisseurs le font confiance parce que du coup, il y a une relation un petit peu de confiance mutuelle. OK. Mais, mais c'est aussi, pour revenir sur d'autres exemples d'engagement de fournisseurs, il y a beaucoup d'entreprises qui lancent ces projets, soit sur des, par exemple, il y a Walmart ou d'autres entreprises dans un projet qui s'appelle Energize, d'entreprises du secteur de la pharmacie, qui engagent leur entreprise à acheter en fait, elles les regroupent pour qu'ils puissent acheter des certificats d'origine, des garanties d'origine, en fait, faciliter l'accès
à l'achat d'énergie renouvelable, c'est quelque chose que font beaucoup d'autres entreprises et qui nécessite un peu moins de confiance. Là, en l'occurrence, c'était aller leur faire des audits, donc c'est aussi quelque chose qui nécessite de la confiance parce que c'est un peu intrusif. Ça marche. Merci. Donc une fois qu'on a tout ça, donc on a vu tous les leviers de décarbonation, il faut regarder justement où est-ce que ça nous amène. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les leviers de décarbonation sont importants et nous permettent d'atteindre 60% du gap to target qu'on avait identifié. Néanmoins, c'est pas le bout du chemin. C'est pas le bout du chemin parce que en fait, lorsque les émissions carbone sont reliées linéairement au volume, c'est-à-dire que chaque produit vendu représente des émissions et qu'on prévoit de vendre plus de produits, dans ces cas-là, en fait, on voit qu'on n'a pas de découplage entre le chiffre d'affaires et l'empreinte carbone. Et donc, on voit qu'il y a ce 10%, donc c'est 40% du gap to target, qui reste à combler. Et là, on a identifié tous les leviers de décarbonation possibles. Donc, on a regardé tous ceux, on n'a même pas regardé l'aspect financier. Donc, on voit qu'il va falloir changer d'une certaine manière de faire pour atteindre nos objectifs. Je vais encore plus loin, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un certain plafond, un certain plancher, pardon, qui se fait lorsqu'on atteint 2026. Et par contre, on voit que SBTI, ça continue de décroître. Et donc, on sait que si à 2026, on atteint nos objectifs, on n'est pas sûr de les atteindre à 2030 et qu'il va falloir aller regarder encore un peu plus loin pour atteindre les objectifs de 2030. Et donc, c'est en amélioration continue du coup. Exactement. Mais on voit que si on arrive, les premiers objectifs sont à la main directement de l'entreprise, les objectifs qui dépassent 2030 vont être vraiment de repenser, enfin, il va falloir repenser la manière de faire si on veut vraiment atteindre des trajectoires net zéro. Donc ça, c'est lorsqu'on voit ça, souvent on a l'impression de baisser les bras, c'est-à-dire qu'on a regardé, on a parlé à tous les experts, on a vu tout ce qui était possible, et on se dit bah en fait même les objectifs de 2026, donc même pas 2030 ni 2050, bah, si on fait comme on a prévu de le faire, on n'atteindra jamais nos objectifs. Et donc se pose la question des idées disruptives, de repenser un peu la manière de faire. Et c'est là où ça devient intéressant, justement, de tout casser, de recommencer un peu. Ouais, exactement. C'est là que c'est passionnant, c'est parce que on se voit que bon, il y a beaucoup d'études qui montrent que les leviers à la main des entreprises sont assez faibles, enfin sont entre 10 et 30%, et derrière il faut repenser les business models. Mais là, le voir comme ça et de manière si criarde, c'est aussi quelque chose qui fait repenser en tout cas toutes les entreprises dans le sens dans le secteur du retail, puisque plus on vend, plus on émet, et donc se décarboner, ça voudrait dire moins vendre. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc là, c'est là que ça devient intéressant. Et alors, il y a un petit typo aussi de côté PPT slide, mais c'est pas très grave. L'aspect des business models circulaires, c'est maintenant qu'on va les considérer. Et donc, on se dit comment est-ce qu'on pourrait continuer à avoir de la croissance en termes de chiffre d'affaires tout en vendant moins. Donc, c'est souvent, on entend parler d'économie de la fonctionnalité, etc. Et c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire, on était dans un business model où on récupérait, on produisait, on récupérait et on vendait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut vendre différemment? Est-ce qu'on peut récupérer après avoir vendu, par exemple, ou louer, ou des choses comme ça, pour aller chercher plus de rentabilité financière et moins d'émissions? Et donc, dans les discussions, il y a eu plusieurs modèles, business models circulaires qui ont été considérés, la location, la seconde main, la réparation, le recyclage, qui ont été considérés et qui ont été aussi, on a identifié des use cases spécifiques à chacun des pays, c'est-à-dire que la location de ski en Belgique marche moins bien que la location de ski en Italie. Donc il faut aussi voir quels vont être les produits, quelles vont être les géographies qui vont être identifiées. Mais néanmoins, ce qu'on voit lorsqu'on étudie ça, c'est qu'on peut avoir une rentabilité qui est plus importante pour ces business models circulaires que le business model classique. Et c'est encore plus fort lorsqu'on regarde la rentabilité en termes de CO2. C'est-à-dire lorsqu'on regarde le revenu par rapport à la tonne de CO2 produite ou la marge par rapport à la tonne de CO2 produite, on est sur des rentabilités qui sont vraiment bien plus importantes. Ok. Et donc, là, on a un peu la solution, on entrevoit la solution qui est que ici, on vendait toujours la même chose, on n'arrivait pas à réduire le volume, mais on arrivait à se décarboner avec des leviers de décarbonation. Ici, on peut garder les objectifs de croissance en termes financiers, tout en découplant l'aspect environnemental, enfin l'empreinte carbone de la performance financière de l'entreprise. Et ces solutions-là, vous les avez déployées, j'imagine, dans plusieurs pays. Est-ce que il y a eu certains cas où ça a été compliqué parce que justement sur les sujets de recyclabilité ou d'un endroit à l'autre, est-ce que ça peut poser des contraintes? Oui, complètement. Alors,
comme je disais, il y a un aspect bien choisir ses combats, bien choisir là, on va déployer un modèle qui est complètement différent de ce qu'on faisait avant. Oui, Donc, il y a par exemple le vélo, le ski, ça marche très bien en France, ça marche très bien en Italie. Donc, on va peut-être lancer des pilotes là-dessus. Donc, oui, c'est ce qui a été fait. Mais la principale difficulté, donc là, je parle de la location qui est le plus déployé pour aujourd'hui, c'était en fait de créer une chaîne de reverse logistique. Parce que quand on a toujours l'habitude de vendre, on n'a pas l'habitude de reprendre, on n'a pas des personnes qui sont formées, on n'a pas les chaînes logistiques pour les récupérer et après les remettre en état et les recertifier et les revendre. Donc en fait, c'est là que ça devient vraiment compliqué, c'est qu'il va falloir reformer des gens, recréer des verticales qui vont permettre de gérer ça. Et donc il faut repenser l'organisation avec laquelle on était jusqu'à présent. hyper intéressant. Et alors, il y a Ouais. Pimpin qui nous demande pourquoi vouloir chercher toujours une forte croissance. Alors oui, ça c'est alors du coup, si je peux revenir et aller dans le sens de Pimpin, c'est qu'on voit que, la croissance, donc c'était le plan stratégique à 2026, c'est compliqué déjà de faire entendre, en tout cas en tant que sustainability consultant, de faire revoir les plans de croissance. Mais c'est surtout qu'en fait, lorsqu'on regarde après 2026, on voit qu'il y a des efforts qui vont devoir être supplémentaires. Et donc on va peut-être à un moment devoir rogner sur la marge et sur la croissance financière. Hem, En l'occurrence, c'est des discussions qui ont été posées, pendant le projet. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque le client, a vu ça, l'entreprise s'est dit aussi: «Bah, si c'est pas faisable, sur combien est-ce qu'on devrait rogner d'un point de vue financier pour atteindre nos objectifs environnementaux?» Donc c'est vrai que c'est, un peu un statement qui est, décourageant de dire pourquoi il y a toujours la croissance, mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose sur des entreprises qui veulent faire les efforts, on voit qu'on peut atteindre nos objectifs. Et derrière, il va falloir repenser et justement revoir si peut-être la croissance est peut-être pas la bonne solution surtout. Je ne sais pas Ouais. si j'ai bien répondu, hein. Est-ce que ça a bien répondu? Alors, peut-on parler de décroissance toujours sur le même sujet, de Florence qui nous pose la question. Alors vous parlez de décroissance, alors c'est, dans le sens de business model circulaire ou alors là, en l'occurrence, le business model circulaire, c'était l'idée de changer un peu la manière de croître. C'était de trouver d'autres manières d'aller chercher, la croissance puisque c'était, un des axes directeurs de l'entreprise et difficile de revenir dessus. Par contre, de voir comment est-ce qu'on pouvait faire ça différemment pour être plus respectueux de l'environnement. Alors à ce stade, il y a pas de discussion pour l'instant de décroissance sur De ce sujet. décroissance, ouais. Et on a une question aussi d'Awa qui demande: pouvez-vous expliquer comment la rentabilité du second peut être supérieure à celle de New Product? On sait que reconditionner plus la logistique de la seconde main pour vendre à un prix plus bas est très cher et donc peut être rentable à ce jour. Peu rentable, pardon, peu rentable à ce jour. Ouais, Ok. complètement. Alors, il y a pas mal de choses, différentes qui ont été considérées. Alors le reconditionner, créer une chaîne de logistique et cetera, c'est quelque chose qui coûte cher. Alors l'avantage, c'est qu'en fait tous ces business models circulaires, ils présentent des synergies. C'est-à-dire que quand on crée une chaîne de reverse logistique pour la location, on peut aussi le créer pour la seconde main, puisqu'il va falloir remettre en état, vérifier l'état des choses qu'on achète. Hem un des pilotes qui est considéré, c'est vraiment d'acheter uniquement des choses de bonne qualité et des choses qu'on va pouvoir racheter sans trop de chaînes logistiques avec des prix, enfin, par exemple, on le ramène dans le magasin, on regarde et on le vend directement sans avoir une grosse chaîne logistique. Donc c'est de mettre un peu un holà sur, tout ce qu'on pourrait récupérer en seconde main. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire de réduire au maximum les coûts tout en assurant un service de seconde main. Est-ce que ça répond à ta question, Awa et Florence? N'hésitez pas à nous dire. Super. Est-ce que Alors il reste on va te laisser peut-être te laisser avancer. Yes, mais du coup, c'est plus, pour, la bonne nouvelle de fin, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'en allant chercher des business models circulaires, on peut aller chercher ces 10 restants et on voit qu'on est capable d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en 2026 et donc en fait, l'entreprise peut atteindre en mettant en place, des solutions qui sont disruptives, peut atteindre en fait ses objectifs à horizon 2026. Mais ça impose justement de réfléchir au plus, haut niveau de comment dire? D'exécution de l'entreprise, parce que ça impose de repenser la manière avec laquelle on fait depuis très longtemps. La dernière aspect, c'était vraiment juste l'aspect opérationnel. Hem
qui est, une fois qu'on a une stratégie, c'est bien beau, mais il va falloir regarder comment est-ce qu'on l'implémente. Et donc, il y a un vrai travail d'étude de la gouvernance nécessaire, des investissements qu'il va falloir faire, et aussi est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on va avoir besoin de plus de personnes, est-ce qu'on va avoir besoin de former les personnes qu'on a en interne. Et donc ça, c'est un gros travail qui est nécessaire après, pour préparer le terrain derrière de cette roadmap qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. Et alors, du coup, c'est quoi les difficultés principales que que vous avez rencontrées dans ce projet? Alors, déjà, si je reviens un petit peu sur ça, il y a vraiment un gros travail de classification Ouais, au niveau des produits. Essayer donc le compromis entre granularité des produits et derrière efficacité. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est fidèle à l'image de l'entreprise en termes de performance environnementale sans aller dans un travail de détail. Donc ça, c'est un gros travail et qui nécessite d'aligner beaucoup de gens parce que il y a quand même plein de particuliers selon les différents produits. Il faut savoir faire un peu un cut-off pour prendre la bonne décision. ouais. Sinon, dans les check, ici, il y avait pas mal aussi des difficultés qui étaient dans l'identification des use cases spécifiques, c'est-à-dire que pour quantifier l'impact en termes de monétaire et en termes de CO2, il fallait voir à quel produit on s'attaquait, il fallait voir sur quelle géographie on s'attaquait, il fallait aussi voir justement sur quel volume de produits on allait pouvoir s'attaquer. Et ça, Ouais. ça nécessite vraiment une quantification et une étude de tous ces chiffres clés à la quantification. Et du coup, voilà, ça c'était aussi une grosse difficulté. Merci beaucoup. Et alors, Florence demande, cela signifie que certains intermédiaires actuels vont disparaître? Alors, c'est-à-dire du coup dans les chaînes de logistique. J'imagine que c'est par rapport à ça. Oui. Oui, en gros oui. Euh, alors du coup, je sais pas exactement répondre à cette question. Euh, alors du coup, dans le cas de l'entreprise, au contraire, c'est plus des fonctions qui vont. Donc peut-être que d'autres externes, enfin, des activités externes qui avaient ces activités de récupération, de location, etc., vont être impactées par le développement de produits de business model circulaire dans cette entreprise. Néanmoins, dans l'entreprise, c'est plus justement quelque chose qui va se créer de manière annexe, parallèle aux chaînes de logistique classiques. Mais peut-être que je ne réponds pas à votre question, Florence. Et peut-être, enfin, ce que tu disais aussi, c'est que il y a de nouvelles fonctions qui sont créées dans la boîte et que vous accompagnez aussi les fournisseurs. Enfin, il y avait aussi un travail de collaboration avec les fournisseurs qui aussi avaient envie de collaborer. Et c'est un peu peut-être ceux qui étaient pas motivés pour le faire ou avaient pas, enfin voilà, vous voulez pas suivre ce plan-là, bah c'est peut-être du coup l'occasion d'arrêter avec. Enfin, c'est peut-être aussi un mal pour un bien de d'arrêter de travailler avec certains prestats qui étaient pas alignés avec ça, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on observe sur d'autres cas. En l'occurrence, dans ce cas très précis, c'était Ouais, vraiment une relation très de confiance entre le fournisseur et l'entreprise. Donc c'est pas ce qui s'est passé parce que le but c'était plus de les accompagner. Mais ouais, oui, parfois, en fait, la meilleure manière, c'est aussi souvent de regarder, de se fixer des critères d'achat et de demander aux entreprises, du coup fournisseurs, de respecter des critères de performance environnementale. Et donc, c'est peut-être ça, c'est souvent ça qui amène à se séparer de fournisseurs qui n'ont pas envie de faire des efforts, plus que quelque chose qui est vraiment injonctif en disant, bah, écoutez, vous ne faites pas d'efforts, on arrête de travailler avec vous. Donc, il y a ouais, souvent plus quelque chose aussi de progressif, c'est-à-dire qu'on dit, bah, au début, on demande un rating EcoVadis. Ensuite, on demande justement des objectifs, de prendre des objectifs en termes de réduction de carbone. Ensuite, on demande de rendre des comptes sur les objectifs de réduction. En fait, progressivement, on affine et on reste avec les fournisseurs qui ont vraiment une volonté d'aller dans le bon sens. ça marche. Et alors, Vincent demande, est-ce que le nouveau plan est censé suffire pour dépasser l'horizon 2026? Alors du coup, c'est quelque chose qui a pas été regardé pour l'instant. Le scope de la mission s'est arrêté à 2026. C'est quelque chose qui sera reconduit, bon, je pense ou j'espère, euh, parce que le business plan, donc les prévisions de volume, s'est arrêté à 2026. Néanmoins, c'est lorsqu'on regarde des trajectoires qui sont comme celle-là, on se rend compte que lorsqu'on veut rejoindre la trajectoire verte, il va falloir quand même faire pas mal d'efforts supplémentaires à ceux qui ont été faits jusqu'en 2026 pour pouvoir continuer à avoir une trajectoire 1,5 degré. Est-ce que ça répond à ta question, Vincent? Je pense que ouais. Et alors, Hélène demandait, est-ce que vous réalisez ensuite un suivi des plans d'action pour s'assurer que l'entreprise remplit bien ses objectifs? Alors, check. Alors du coup, que l'entreprise, donc l'entreprise cliente,
Euh, alors, du coup, nous, on n'a pas un rôle de gendarme du tout, on a un gendarme de conseiller et d'accompagnement. Euh, on vérifie en l'occurrence, on continue de travailler avec cette entreprise, donc on voit et on les accompagne dans la mise en place de cet objectif et on suit les KPI qui sont ceux qui s'étaient fixés lors de ces stratégies. Euh, Néanmoins, oui, lorsqu'on se donne une feuille de route, la première chose qu'on recommande, c'est de mesurer, de traquer un peu le progrès qu'on fait, parce que c'est ça qui va pouvoir permettre de montrer patte blanche et de justifier des nouveaux investissements et de continuer à prendre du temps et à dégager des personnes et de l'argent pour atteindre ces objectifs. Donc le progrès, la mesure du progrès et des milestones qui sont dans le temps, qui sont rapprochés, c'est clé pour pouvoir atteindre les objectifs. Puis a priori, si c'est eux qui sont venus vous demander de C'est ça. l'aide, c'est qu'ils ont envie de suivre les objectifs. Est-ce que tu as des exemples de Ouais. KPI suivis? Mais du coup, les KPI suivis, ça va être au niveau du produit, ça va être souvent avec justement les leviers de décarbonation qui sont identifiés. C'est de regarder justement qu'est-ce qui était possible de faire sur, par exemple, une chaussure en cuivre. En cuir, pardon, pas en cuivre, sinon c'est un peu lourd. On peut le tenter. Euh, on peut le tenter, si c'est du cuir recyclé, mais bon. C'est de regarder ce qui est faisable en termes de décarbonation à l'échelle du produit, et derrière de regarder justement, est-ce que notre nouveau, donc c'est par exemple des labels d'éco-conception, regarder si le produit qui utilise de la matière recyclée, justement, quelle est l'empreinte carbone qu'il économise, et donc ça va être l'intensité carbone par produit. Et on va avoir tendance à dire que, donc on peut se fixer un cahier des charges sur ces labels, mais de dire qu'un produit éco-conçu devra respecter une empreinte carbone qui est 10% enfin 10% inférieure D'accord. à celui qui est produit complètement. Donc ça, c'est un type de KPI qui est regardé pour savoir l'implémentation des leviers à l'échelle des produits. Et ensuite, il y a forcément aussi le découplage par chacune des types de produits et chacune des activités de l'entreprise entre l'empreinte carbone et la rentabilité financière. C'est aussi des choses qui sont regardées pour voir si on va dans le bon sens. Il y a plein de questions, mais c'est trop bien. Merci pour toutes vos questions. Fabrice demande si un prérequis est-il d'être en capacité de pouvoir calculer l'empreinte carbone au plus juste sur le scope 3. Complètement. Alors c'est exactement ça. Une vraie stratégie se base sur se base sur un calcul de scope 3 qui est robuste. Du coup, c'est vraiment la première aspect, la première brique de la stratégie. C'est il faut savoir d'où on part et où sont les émissions. Est-ce qu'elles viennent de certains produits? Est-ce qu'elles sont au niveau de la matière? Est-ce qu'elles sont au niveau de la production? Aller loin dans le scope 3 et avoir une granularité qui est à l'échelle de produits ou de groupe de produits, c'est ce qui est clé pour derrière pouvoir prendre des choix. Et souvent, lorsqu'on a des arbitrages à faire, c'est-à-dire est-ce qu'on arrête de produire tel type de vélo, il faut être capable de comprendre pourquoi on va arrêter de produire un type de vélo. Est-ce que c'est parce que sur les matières qu'il utilise, c'est trop émittif, mais du coup, ça nécessite de savoir que l'empreinte carbone, elle se situe principalement au niveau de la matière. Mais c'est ça qui va permettre derrière de dire on renonce à une certaine rentabilité financière sur un produit parce que c'est plus du tout aligné avec nos objectifs environnementaux. Mais c'est la mesure du scope 3 et la mesure du carbone qui est clé pour pouvoir prendre ce type de décision dans le futur. Et donc, est-ce que du coup, vous avez fait des. Donc, tu as dit que tu étais partie d'ACV existantes de l'entreprise. Est-ce que eux, du coup, ils avaient fait des ACV carbone? Vous avez fait des ACV multicritères? Alors, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Les ACV multicritères, à l'origine, c'était principalement du carbone, Ouais. mais les ACV multicritères sont développés à vitesse grand V aussi dans l'entreprise. Euh, mais au moment où on a fait ce projet, c'était uniquement le carbone qui était considéré. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur le scope 1 et 2. C'était aussi une mission qui était sur le scope 3. Donc, qu'en est-il du risque de report d'impact, justement? Question de Alors, Vincent. du coup, je veux bien peut-être que tu précises un peu plus, Vincent, sur le report d'impact, c'est-à-dire. Ah oui, bien sûr. Oui, sur les d'autres limites planétaires que le carbone. Alors, bien sûr, euh, alors, il y a aussi cette mission, c'était un peu aussi un pied dans la porte pour réduire l'empreinte environnementale globale du groupe. Euh, pour l'instant, le vecteur qui permet d'accéder au niveau de décision qui sont nécessaires pour déployer des plans d'action comme ça, c'est souvent le carbone, parce que c'est ce qui a le plus de visibilité et ce qui est le plus considéré. Néanmoins, dans des boîtes qui sont de plus en plus matures, forcément, la biodiversité, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, et même tous des aspects aussi sociaux doivent être considérés. Et donc, c'est quelque chose qui vient se greffer par la suite et qui affine la décision. Mais en fait, le carbone est quand même aujourd'hui le vecteur le plus facile pour générer de l'action que les autres limites planétaires.
Et donc, c'est quelque chose qui est considéré dans les leviers, forcément, mais ça vient aussi avec, par exemple, au niveau de la taxonomie, donc la taxonomie européenne. Aujourd'hui, on ne demande pas forcément que le carbone, on demande aussi sur les 6 objectifs délégués de l'Europe de montrer patte blanche sur la pollution, sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, etc. Et donc, ça vient. Mais pour l'instant, c'était quelque chose Ouais. qui n'était pas considéré à l'époque. Ouais. Ça prend un peu plus de temps parce que c'est aussi plus compliqué à mesurer. On a moins d'outils, je pense, aujourd'hui pour mesurer les impacts sur la biodiversité que le carbone. Pardon, excuse-moi, je lisais les. On a moins d'outils aujourd'hui sur la biodiversité. C'est ça qui rend compliqué, c'est que on n'arrive pas à se mettre d'accord aussi sur une manière de calculer les impacts sur les sujets de biodiversité. J'ai l'impression que c'est encore pas mal en débat. C'est pas mal en débat, mais c'est surtout parce que c'est bien plus complexe que Ouais. le carbone. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on regarde ça. Alors, il y a pas mal de trucs qui permettent, hein. Il y a les technologies satellites, il y a des technologies qui passent des détecteurs à la sortie de ruche. Il y a aussi des méthodologies qui ont été développées pour calculer l'impact biodiversité de l'entreprise. Mm. Et du coup, ça se développe. Mais pour l'instant, c'est toujours souvent il faut être mature et avoir envie de continuer d'aller dans ce sujet-là pour pouvoir y mettre les doigts parce que sinon c'est assez compliqué. Il faut des équipes dédiées. Mais oui, j'ai vu qu'il y a une remarque de Marion, il y a des projets au sein de l'entreprise autour de ces sujets, effectivement. On va te laisser peut-être avancer un petit peu. Si tu as encore un petit peu encore quelque chose à nous apporter. Et puis après, on aura 5 petites minutes aussi pour les dernières questions. Du coup, moi, c'était globalement la dernière slide sur cette étude de cas. Peut-être un élément de contexte qui est intéressant, c'est que le secteur du retail permet de mettre en lumière justement la limite de certains business models. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit sur d'autres business models. Par exemple, si on regarde des opérateurs d'infrastructure, donc des télécoms, souvent en fait on investit dans des réseaux filaires, dans des comment dire, dans des antennes, dans des choses comme ça. Donc on a un pic à un moment de carbone et derrière on bénéficie d'une rente jusqu'à la prochaine rupture technologique. Et donc ça c'est vraiment une manière de faire qui est vraiment différente du retail. Et donc on voit pas forcément cette tendance où c'est quasiment impossible de découpler l'empreinte carbone de la finance, de l'économie. Et donc, ce qui est intéressant dans le retail, c'est de vraiment voir, ça met à nu l'aspect consommation qui augmente égale émission qui augmente. Et même en consommant des choses différentes, il va falloir à un moment repenser notre manière de consommer Mm. pour atteindre une neutralité carbone. Ouais. Merci beaucoup. Merci Pierre-Louis. Est-ce que vous avez encore des questions sur le sujet? On a encore quelques minutes pour pouvoir y répondre. En tout cas, bon, Pierre-Louis, encore quelques minutes avec nous. Bien sûr, n'hésitez pas. Alors, j'ai vu qu'il y a une question. Hop là. On vous laisse. 2 mots sur EcoStruxure, une solution de Schneider. Alors, du coup, ça, c'est une phase décisive, si je peux me permettre le terme. Alors, du coup, sur EcoStruxure, EcoStruxure, c'est pas mal d'autres choses, hein. Il y a EcoStruxure, c'est notre manière de développer des produits avec une couche de technique. Oh là, pardon, excusez-moi, Yann. Il y a déjà le vote qui se met en. Tu Donc, peux faire. je vais être noté pendant l'instant pub. Donc, EcoStruxure, c'est une brique de technique, derrière une brique d'analytique, et ensuite tout ce qui est software, analyse et optimisation de la performance. Donc, ça, c'est ce que vend Schneider. En l'occurrence, pour le SG, il y a notre propre EcoStruxure qui s'appelle Resource Advisor. Resource Advisor, c'est un SaaS de remontée de données à la fois énergie, climat, ESG, qui permet à une entreprise de centraliser tout ça et donc de créer des rapports qui sont directement préformatés pour derrière faire répondre à la CSRD sur des formats qui sont celui du GRI, etc. Et qui permet de mesurer en temps réel sa performance environnementale. Donc voilà, je remercie Fabrice de m'avoir lancé là-dessus, puisque c'était pas le but. Merci Fabrice. La location, ça marche quand on est dans le domaine du sport, mais pour le textile. Alors, du coup, voilà. Alors, ça, c'est aussi particulier pour l'équipement sportif. Pour le textile propre, pour la mode, c'est des choses qui sont bien différentes avec donc la location. Bon, la seconde main, c'est aussi peu. Enfin, ça commence à être fait, mais c'est encore
encore balbutiant. Donc moi, j'ai pas la vision sur le textile, je suis pas un expert textile, mais c'est sûr que pour que le secteur textile qui s'engage, il y a énormément d'entreprises qui s'engagent dans le secteur de la mode, vont devoir changer leur manière de vendre, peut-être vendre des produits plus durables, plus chers mais plus durables, qui durent plus longtemps. Vendre aussi avec plus quelque chose autour, c'est-à-dire vendre une expérience et plus seulement un t-shirt blanc. Vendre quelque chose qui va un peu plus loin que le t-shirt blanc avec, je sais pas, ce t-shirt blanc peut avoir une signification, etc. et peut soutenir d'autres projets, des choses comme ça. C'est peut-être que les experts du textile, il y en avait dans la salle, pourraient un peu mieux répondre. Mais voilà, de toute façon, si on veut atteindre une trajectoire 1,5 degré, il va falloir changer la manière de produire et de consommer. Ah oui, dans les vêtements pour enfants, en effet, Ouais, on le voit un peu plus que la location, c'est quand même assez adapté vu la durée pour laquelle ils portent les vêtements. C'est assez pertinent aussi, en effet. Merci à ceux qui ont répondu la voix au sondage. On va prendre peut-être une dernière question. Et puis après, si vous avez d'autres questions, peut-être que vous pouvez les poser à Pierre-Louis dans un second temps. Je sais pas, Pierre-Louis, si sur LinkedIn, peut-être, de bien pouvoir sûr. répondre. Évidemment, n'hésitez pas sur LinkedIn qu'on se connecte et puis derrière pour poser des questions, pour au contraire échanger. Et moi, j'aimerais beaucoup apprendre aussi sur toutes les initiatives. J'ai vu qu'il y avait aussi des directeurs RSE ou des personnes qui sont intéressées dans ces entreprises, voir les différentes initiatives qui se mettent en place dans les entreprises. Donc, ravi d'échanger. Et Carrément. merci beaucoup, Oriane, pour l'opportunité d'intervenir. Merci beaucoup, Pierre-Louis, pour cette présentation qui était hyper complète et je pense on a pu avoir une très bonne idée d'un exemple de feuille de route et je pense que c'est rare d'avoir des exemples aussi concrets ou en tout cas on repart vraiment, j'ai l'impression, avec quelque chose, donc c'était hyper riche. Justement, si voilà, pour le côté du coup plutôt formation, nous, enfin, le sujet de la feuille de route est un sujet qu'on traite au sein de notre formation pilote de la transition climat. Parce que donc au sein donc ça fait partie des sujets clés. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Quand on pilote une stratégie climat, il faut déjà d'abord comprendre bien les enjeux, comprendre le sujet de l'empreinte carbone et du bilan carbone. Donc là, on l'a pas expliqué, mais c'est sûr, ça vient en amont du travail de la feuille de route. Pardon. Et les sujets aussi de CSRD, de taxonomie, donc liés plutôt aux normes qu'on a évoquées rapidement, c'est aussi un prérequis pour piloter un plan climat. Donc voilà, là je vous ai juste du coup montré le programme pour que vous ayez une idée des sessions. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'échanger avec moi, en tout cas au sujet du programme, c'est possible juste après, ou vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vais vous partager le lien de mon agenda, comme ça, vous l'avez déjà, si vous voulez directement prendre rendez-vous. Mon nom, c'est Oriane, hein, c'est pas Joséphine, mais ça marche quand même. Et voilà, et donc on aura une promotion qui commencera au mois de novembre, le 7. Voilà, je vous indique aussi le tarif, comme ça vous avez les infos importantes. Et sur le site, après, on a plus d'infos et la brochure en détail si éventuellement ça vous intéresse. Et voilà. Et on a un prochain, faut savoir qu'on a tous nos webinaires qui sont sur la page YouTube, donc libre d'accès. Donc celui de la semaine dernière traitait du bilan carbone et de la CV et de la complémentarité dans la mesure d'impact. Donc vous pouvez les regarder en replay. Et on a aussi des événements à venir. Donc, on aura le 31 octobre le sujet de la biodiversité, du coup, qu'on a un peu évoqué rapidement aujourd'hui, si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Voilà. Et je vous souhaite, du coup, une bonne après-midi. Merci beaucoup, Pierre-Louis. C'était super. Et puis, à très vite pour un prochain Indie Club, alors. Génial. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.